voudrais maintenant M. Jacques Tétrault, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir, M. Tétrault. Vous êtes accompagné de... Je suis accompagné de Mme Louise Morin. Alors, d'accord. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Mme Morin, nous vous entendons très bien. Alors, écoutez, 10 minutes de présentation. La parole est à vous. Nous vous écoutons. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais débuter. Alors, bonsoir, messieurs les commissaires, ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs qui permettent cette diffusion-là ce soir. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, on les remercie pas souvent. D'abord, je vais présenter l'équipe qui a travaillé à la rédaction de ce mémoire. Alors, il y a eu M. Bruno Dotunk, M. Gérard Monpetit, Mme Louise Morin, Mme Hélène Knott-Brown, M. Guy Rochefort, M. Jacques Rousseau, ainsi que moi-même. La révision linguistique a été assumée par Mme Denise Campillo, M. François Prévost et Raymond Trempe et la mise en page par Mme Marie-Ève Tétrault. Alors, je vous présente le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Nous sommes une fédération de groupes citoyens dont les comités membres sont établis à travers tout le Québec, des îles de la Madeleine à l'Abitibi en passant par Gatineau. Le RVHQ exerce une vigilance sur les enjeux entourant les hydrocarbures fossiles et la transition énergétique. Il milite contre les projets d'exploration, d'exploitation, de stockage et de transport des hydrocarbures. Ces activités visent à ce que le Québec et le Canada retirent tout soutien politique, on contraste un petit peu avec notre prédécesseur, législatif ou financier à la filière des hydrocarbures, et investissent massivement dans une démarche collective privilégiant le développement des énergies renouvelables et une descente énergétique, c'est-à-dire le déclin de l'utilisation des énergies fossiles. Le regroupement est présent auprès de plusieurs groupes de travail et organismes. Associations non partisanes et organismes à but non lucratif, le RVHQ œuvre à la mobilisation citoyenne afin de protéger le climat, la biodiversité et les écosystèmes. Le RVHQ se présente comme une fédération de comités locaux engagés dans leur communauté, des citoyennes et citoyens qui entretiennent un dialogue avec les élus locaux et régionaux ainsi que les acteurs de la société civile. Le regroupement met de l'avant des valeurs civiques de démocratie, de participation, de solidarité, de respect et de non-violence. Notre regroupement est né de la résistance aux compagnies gazières qui sont venues cavalièrement faire des forages et des relevés sismologiques dans la vallée du Saint-Laurent au début des années 2000. Nous nous sommes organisés en comités locaux ayant une ou quelques municipalités comme territoire. Nous avions à inventer une forme de résistance citoyenne face à des compagnies qui se croyaient tout permis. Nous avons alerté les conseils municipaux et nous avons travaillé de pair avec les grandes organisations environnementales du Québec, telles Greenpeace, la Fondation David Suzuki, la QLPA, Équiterre, Nature Québec, le Centre québécois du droit en environnement, ainsi que le collectif des scientifiques contre les gaz de schiste. Nous avons tissé des liens forts avec ces groupes. Nous avons mené l'opération « Vous n'entrerez pas chez nous », qui a recueilli plus de 65 000 signatures de propriétaires terriens qui mentionnaient aux compagnies qu'elles n'étaient pas les bienvenues sur leur terrain. Nous avons participé aux luttes pour contrer le pipeline Énergie Est et le développement des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Nous avons supporté la résistance au développement de la filière du pétrole en Gaspésie. Nous avons travaillé de pair avec d'autres groupes à mettre en place la campagne de désinvestissement fossile pour les grandes banques et la Caisse des Jardins. En avril 2017, nous avons lancé la campagne « Vous ne passerez pas » afin de la rendre disponible à tous les groupes qui le voulaient bien. Nous étions du groupe d'instigateurs qui ont mis en place le Front commun pour la transition énergétique du Québec. Ce regroupement comprend maintenant plus de 90 organismes de la société civile. Comme vous voyez, le RVHQ est fortement implanté au Québec et continue sa vigilance. Plusieurs de nos comités œuvrent à mettre en place des projets communautaires afin de préparer la résilience face au changement climatique, le défi de l'humanité que l'humanité a à faire face aujourd'hui. Nous devons y consacrer nos énergies. Il nous semble tout à fait surréaliste que nous soyons encore obligés de mettre énormément d'énergie à bloquer des projets tels que celui qui nous concerne. Plusieurs de nos comités membres ont écrit des mémoires et les présenteront. Je laisse ici la parole à Mme Morin
Morin, afin qu'elle vous présente les grandes lignes de notre mémoire. Louise? Alors, bonsoir, messieurs. Oui, je vais vous présenter quelques éléments de notre mémoire, principalement ce qui concerne les gaz à effet de serre et les aspects économiques. Alors, le projet Énergie Saguenay permettrait d'augmenter la production et la consommation du gaz issu de la fracturation hydraulique dans l'Ouest canadien. Un projet qui annulerait en une seule année l'essentiel des efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au Québec depuis 1990. Les recommandations des scientifiques pour éviter un réchauffement incontrôlable de la planète qui pourrait entraîner la disparition de notre espèce d'ici la fin du 21e siècle sont claires. Nous devons laisser 80% des réserves d'hydrocarbures dans le sol et nous devons renoncer à tout nouveau projet d'exploitation d'hydrocarbures. Nous devons être carboneutres avant 2050. Le Canada et le Québec n'atteignent même pas les cibles bien insuffisantes de réduction de gaz à effet de serre qui se sont fixées. Le projet de GNL Québec ne fait que nous éloigner encore davantage de nos objectifs. Le promoteur justifie son projet en faisant valoir des réductions de gaz à effet de serre en aval de son usine de liquéfaction. Nous avons fait l'exercice de comptabiliser ce qui lancerait des gaz à effet de serre en aval et en amont d'Énergie Saguenay en nous basant sur les données du rapport du CIREG de 2019. Je vous invite à aller voir le détail des calculs dans notre mémoire. Ces calculs sont basés sur une valeur du potentiel de réchauffement global du méthane proposé par le GIEC pour une période de 20 ans. Alors, en considérant la combustion des 10,5 millions de tonnes de gaz naturel produits par année pour alimenter l'usine et en tenant compte d'un taux d'émissions fugitives très conservateur de 3,5% pour les activités en amont de l'usine, et des études ont montré que le taux peut être plus de 2 fois supérieur, on obtient un total de 68,35 millions de tonnes équivalent CO2 par année. À cela, il faut encore ajouter les émissions fugitives après la fermeture des quelques 16 000 puits qui pourraient alimenter le projet GNL Québec. Présentement, en Alberta, l'Alberta compte plus de 80 000 puits de gaz abandonnés ou inactifs qui représentent des émissions de l'ordre de 16,8 à 168 millions de tonnes de CO2 équivalent, toujours selon des estimations du CIREG, se poursuivre durant des décennies. Rappelons qu'aussi peu que 3,2% de fuite de méthane suffisent pour annuler l'avantage compétitif du gaz par rapport au charbon. C'est pourquoi les experts du climat considèrent que le gaz de fracturation n'a aucun rôle à jouer dans la transition énergétique. Sur le plan économique, nous pensons que le projet Énergie Saguenay va déstabiliser l'économie de la région. Il existe déjà une pénurie de main-d'œuvre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les emplois à l'usine Énergie Saguenay devraient être comblés par une main-d'œuvre extérieure ou par des gens qui quitteront leur emploi actuel pour aller travailler à l'usine, ce qui ne peut qu'aggraver la situation de pénurie de main-d'œuvre et déstabiliser l'ensemble de l'économie régionale. Le projet Énergie Saguenay nuira également à la vitalité économique et sociale liée au tourisme, une industrie florissante et qu'on peut plus justement qualifier de durable. Toujours sur le plan économique, on se demande comment il se fait que le gouvernement a jugé recevable un projet dont la rentabilité n'a jamais fait l'étude d'une évaluation et dont tous les bailleurs de fonds sont enregistrés dans des paradis fiscaux. Le Québec prendrait tous les risques environnementaux et économiques et ne retirerait à peu près aucun bénéfice des profits de l'entreprise, si profit il y a, ce qui est loin d'être assuré. En effet, comme vous pouvez le lire dans notre mémoire, nous avons fait une revue des principales sources d'approvisionnement gazier dans le monde et nous avons pu constater que l'offre de gaz en Europe comme en Asie et en Afrique est très abondante. Il s'agit principalement de gaz conventionnel, beaucoup moins cher à exploiter et moins polluant que le gaz obtenu par fracturation. Avec la baisse historique du prix du gaz due à l'abondance de l'offre, le gaz de fracturation de l'Amérique du Nord n'a pas d'avantage concurrentiel. Au contraire. D'ailleurs, plusieurs projets de GNL aux États-Unis ont été arrêtés en raison de ce manque de rentabilité. C'est dans ce contexte que le fonds Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett s'est retiré du projet.
Même le directeur de la chaire de gestion de l'énergie de HEC Montréal, M. Pierre-Olivier Pinault, qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'écologiste, a émis un avis pour dire au gouvernement de ne pas investir dans GNL Québec parce que ça pourrait mal tourner économiquement et politiquement. Au sujet de la navigation sur le Saguenay et le Saint-Laurent, on note que l'augmentation du transport maritime est contraire au plan de rétablissement des espèces menacées. Nous constatons également que les questions relatives à la santé et la sécurité de tout le projet, incluant les problèmes liés aux pannes électriques possibles, aux événements climatiques, géologiques et autres, n'ont pas reçu l'attention nécessaire. Pour finir, le résultat aux dernières élections fédérales a démontré qu'il y a une polarisation politique entre les provinces productrices d'hydrocarbures et le reste du pays. La population québécoise et canadienne a démontré massivement son désir de politique sérieuse, de lutte au changement climatique, d'une transition juste et d'une relance économique post-COVID qui tienne compte de l'urgence climatique. Le projet Énergie Saguenay va en sens inverse de ces inspirations. De plus, en accaparant une part importante de l'énergie hydroélectrique disponible, ce projet pourrait ralentir l'électrification dont le Québec a besoin pour se défaire de sa dépendance aux énergies fossiles. C'est là un autre des nombreux éléments de non-acceptabilité sociale de ce projet. Des alternatives économiques véritablement porteuses de transition énergétique et écologique pour un avenir viable sont possibles et c'est vers elles que nous devons nous tourner. Nous recommandons au BAP d'émettre un avis défavorable envers le projet Énergie Saguenay. Merci. Alors, merci. Merci de votre présentation, Mme Morin, M. Tétrault. M. Piloto. Non, c'est très clair. Le mémoire est touffu. Alors, je vous en remercie et merci d'avoir souligné le travail des gens dans le back-office qui rendent ces audiences possibles. Alors, merci beaucoup de votre présentation et de votre contribution à nos travaux. Madame, monsieur, nous souhaitons une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Ça nous a Merci. fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.